Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons pour vous quelqu'un qui vient de nous donner un léger souffle d'espoir, quelqu'un qui vient de recevoir un prix international. En fait, l'écrivain Barak Elberouk dit Cheikhou, qui vient de recevoir le prix Kourouma, qui lui a été décerné en marge du Salon du Livre de Genève. Nous le recevons ce soir. Barak Elberouk est né en 1957 à Attar. Quand je l'ai rencontré, il travaillait à l'ORTM, l'Office de radio-télévision de Mauritanie, et il écrivait des nouvelles. Mais il avait une ambition, celle d'écrire un roman, au moins, et celle de devenir un écrivain. Il est aujourd'hui, 3 décennies plus tard, il est là avec moi, et il vient d'avoir ce prix qui porte le nom d'un grand écrivain africain, un Ivoirien, auquel on doit beaucoup d'œuvres majeures. Nous allons discuter avec lui ce cheminement qui lui a permis d'arriver à cette consécration, discuter avec lui l'écriture en général, le positionnement de l'écrivain et comment il est arrivé à vaincre toutes ces contingences et comment il est arrivé à s'occuper de ce qui lui importe le plus, c'est-à-dire l'écriture. Barak Elberouk, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous avez écrit en 2006 Le ciel a oublié de pleuvoir. En 2009, vous avez fait un recueil qui s'appelle Les nouvelles du désert. En 2013, vous avez écrit Les griots de l'émir. En 2015, Le tambour des larmes, pour lequel vous venez d'avoir ce prix. Que représente l'écriture pour vous? L'écriture, c'est une vie. L'écriture, c'est une passion. L'écriture, c'est quelque chose qui m'a pris très jeune. L'amour de l'écriture est fils de l'amour de la lecture. Parce que je suis très curieux, j'aime beaucoup lire. J'ai lu beaucoup, j'ai commencé à lire très, très jeune. Et je lis encore, heureusement, ce qui n'est pas le cas de tous les Mauritaniens. De beaucoup de Mauritaniens, effectivement. Et je lis beaucoup encore. Et l'écriture, c'est une véritable passion. C'est aussi un mode de vie, c'est une évasion. Et comment vient l'écriture? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Est-ce qu'on peut vous demander, par exemple, pourquoi vous écrivez? Pourquoi vous avez écrit pourquoi vous écrivez une nouvelle? Vous savez, il y a une réponse que donnent certains écrivains. Ils peuvent vous dire, moi j'ai écrit pour tel objectif. J'ai écrit par idéal. Non, je crois que ce n'est pas vrai. Moi, je pense que l'écrivain écrit pour écrire. Que l'écriture est en elle-même un cheminement, est en elle-même un objectif. Elle s'impose. C'est un idéal. L'écriture est un idéal en elle-même. Cela dit, quand on écrit, c'est un acte douloureux parce qu'on est tout à fait seul, parce qu'on s'enferme, parce qu'on est à l'intérieur de soi-même. Mais aussi, quand on écrit, il y a aussi, malgré l'isolement, il y a des autres qui sont avec toi. Avec toi les autres, avec toi ta culture, avec toi ta jeunesse, avec toi ton éducation, avec toi tes passions, avec toi tes préjugés, avec toi ta vie. Écrire, c'est un peu remplir sa vie. Et je crois que n'importe quoi qu'on écrive, on s'écrit toujours soi-même. Et le passage de la nouvelle au roman, parce que moi je vous ai connu d'abord à la nouvelle. Comment se fait-il? Comment se fait la mutation? Est-ce qu'on peut parler de mutation ou d'élargissement de l'univers? Je ne pense pas que c'est une mutation. Mais c'est une mutation qui n'est ni difficile ni douloureuse. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé que la technique de la nouvelle est une technique beaucoup plus élaborée, beaucoup plus difficile que celle du roman. Pour moi, la nouvelle est le genre le plus ardu, le plus difficile. Je crois qu'il est plus facile d'écrire un roman que d'écrire une nouvelle. Bien sûr, le roman prend plus de temps, certainement. Mais la nouvelle, c'est un exercice d'écriture délicat. Et quelles sont les clés de lecture de Barak Elberouk, de l'auteur Barak Elberouk? Quelles sont les clés de lecture quand on l'aborde? Ce n'est pas à moi de dire ça, c'est peut-être au lecteur. Moi, je dirais la clé de la lecture, c'est bien sûr le Sahara, c'est la Mauritanie, c'est le Sahara en général. Oui.
Le premier roman que vous avez écrit, c'est Et le ciel a oublié de pleuvoir. Ce roman, vous mettez en scène un environnement tribal, austère, rugueux, où tout écart peut paraître comme une révolution. Tous les personnages, en fait, adoptent une attitude de rebelle, de révolutionnaire. Lola, l'esclave, comment il s'appelle, Mahmoud, tous sont des rebelles qui se révoltent contre l'ordre établi. Mais on sent aussi en même temps que le roman s'est imposé à vous. Il arrive comme un enfantement. Est-ce que c'est une gestation? Vous avez parlé tantôt de douleur. Est-ce que vous sentez cette douleur ou pas? Est-ce que c'est douloureux? La douleur, c'est l'écriture. Et j'exagère peut-être quand j'ai dit douleur. Parce qu'on est obligé de se forcer. On est obligé de suyer. On est obligé de travailler. On est obligé, surtout ici. Ici, pour écrire, ce n'est pas encore, c'est pas dans nos sociétés, dans nos familles, c'est pas donné à n'importe qui, c'est tout à fait facile. Il faut savoir s'enfermer, il faut savoir s'enfuir, savoir parfois aller loin. Moi, je vais souvent très loin pour écrire. Mais puisque vous avez parlé de ces personnages qui sont révoltés contre un système, mais ils sont révoltés de manière différente. Béchir, le chef du truc, est révolté et refuse le nouveau, ce qui est arrivé, les nouveautés, la modernité. Lola refuse les préjugés qui l'enchaînent. Mahmoud, qui est une sorte de satrape, de petit dictateur, même s'il a souffert dans son enfance, il refuse tout ce qui peut l'empêcher de faire ses pulsions, de faire ce qu'il a envie de faire. De se réaliser finalement. De réaliser ce qu'il veut. C'est une sorte d'égoïsme en fait. Très fort. C'est une rébellion qui mène à l'égoïsme et qui est violente. Oui. On ne peut pas appeler raison, c'est un homme du système. C'est un homme du système, Mahmoud. C'est quelqu'un qui une sorte de directeur de la sûreté, qui est tous les autres, aussi bien les oppresseurs que les opprimés, et qui ne s'intéresse qu'à son propre contentement ou bien à la bienveillance de son chef. Mais quand vous écrivez ce roman, il y a une référence certainement qui s'impose à vous. Elle est proche, elle est loin du réel, elle est quoi? Non, les personnages peuvent être réels comme peuvent être éloignés du réel. Ils ne sont pas aussi, il n'y a pas, même le personnage en lui-même, il est multiple, il est coloré, chaque personnage a ses contradictions. C'est des personnages qui vivent. J'essaie toujours de ne pas idéaliser mes personnages, de ne pas me comporter avec eux comme, pardonnez l'expression, elle est de Sartre, comme Dieu se comporterait avec ses personnages. Je leur laisse une vérité propre. Comme dans tout. Pour être réel, pour qu'ils vivent dans le réel. Sans risquer de les voir fuir, en fait, le destin que vous les avez tracé au tout début, non? Dès qu'on campe des personnages, dès qu'on campe une situation, il y a des destins qui se dessinent. Par exemple, dans Et le ciel et l'abus de pouvoir, beaucoup de gens ici m'ont voulu par certains aspects du roman. C'était qui penserait presque plus ou moins de l'érotisme. Ça, c'était inévitable parce que ça fait partie du personnage de Lola. Et peut-être que ça colle aussi à la société. Oui, c'est réel, c'est la vie. Réalité sociale. Mais avec un personnage comme Lola, on ne peut s'éloigner d'une certaine forme de licence et de libertinage, entre guillemets, on dit. Ça fait partie de son personnage, ça fait partie de l'intérêt qu'on peut d'ailleurs donner à ces personnages. Et quand vous écrivez Les Griots et de l'émir, vous passez à une autre forme de... Je pense à une autre forme, c'est pratiquement, je pense à la mythologie mort, je parle à la vieille société mort. Je compte mon personnage dans un univers complètement différent de celui que nous vivons. Mais c'est toujours cette opposition entre tradition et modernité qui, en filigrane, est le moteur de... Dans Les Griots de l'amour, ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est plus la tradition et la modernité.
c'est dans un système tribal, émiral, ancien, la révolte d'un griot et d'un descendant de Chefsef contre un émir donné. C'est la révolution à l'ancienne. C'est la révolution à la mer telle que vous la connaissez en Italie. C'est toute la geste qui est tracée par oui, le griot. Oui, c'est des mythes qu'on rencontre souvent dans tous les Émirats de Trarza, tu connais bien ça, tu es de ton environnement, tu connais comment se faisaient des changements, parfois des petites révolutions, parfois c'est ça, mais surtout, c'est un hymne à la culture morte, à la musique, à notre musique. Ce qui m'a frappé, c'est que moi je vous soupçonne de ne pas connaître parfaitement cette culture. Oui, d'accord. Et je suis surpris par les descriptions. Je vais lire tout de suite la définition très belle que vous faites des griots. Non, je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste de cela. Beaucoup de choses, je me suis intéressé à beaucoup de choses. Par exemple, quand il s'agit d'écrire ce roman, j'ai beaucoup questionné un ami griot que j'ai beaucoup entendu, dont je me suis imprégné beaucoup d'histoires, l'histoire de Noël, et ainsi de suite. Je ne suis pas né dans un milieu savant, entre guillemets. Non? Où la connaissance de la musique fait partie des... Non, ce n'est pas, je ne suis pas né dans ce milieu-là. Mais quand même, vous allez me permettre de lire ce passage. Bien sûr, le narrateur est le griot lui-même, et il dit: ma famille portait la voix et les luttes et la harpe de la tribu. Nous étions les griots les plus grands. Nous avions inventé une musique à nous imprégnée du désert et de la savane, et aussi des plus lointaines contrées, de Djenné, de Tombouctou, de Fès, de Mouknes, et même de l'Andalous. Nous avions donc tout conquis, et nous avions mêlé à tous ces apports le génie de notre Sahara, et nous avions, en un siècle, créé le plus bel ouvrage qui soit, orné de nos fiertés et de nos ambitions, et des sons et des bruits de nos legs, de nos dunes et de nos campements, un ouvrage d'orfèvre bien caché aux âmes simples ou frivoles, enfermé dans une tour dont les clés sont ensevelies dans les cœurs des meilleurs. C'est une définition magnifique de la musique morte. Oui, absolument. Que vous ne connaissez pas. Que je ne connais pas très bien, donc je ne suis pas un spécialiste, et je crois que je ne serai jamais un spécialiste. Mais vous savez, on aime une musique sans être musicologue, sans être musicien. Oui, comme nous tous, nous aimons cette musique. Non, je crois que toi, tu la connais beaucoup mieux. Tu es né dans un milieu où on connaît bien la musique. Moi, je suis dans un milieu où notre musique, il n'y a pas beaucoup de musiciens. Et la musique dans ma jeunesse, c'était surtout le madh et banja. Ce sont de très beaux, c'est de très belles expressions. Très belles expressions. Mais moi, je me suis dit que c'est un peu le poète qui donne à l'art un rôle et une place. Je ne sais pas, quelque chose une sublimation, parce que vous donnez à cet art le rôle de sauver le monde, de sauver un monde donné, de le réhabiliter, de le rénover peut-être. Oui, cet art est un monde. Tu te rappelles bien de la geste de ces tribus anciennes. Ouais. Tu ne te rappelles pas de la geste des Oulad Mbarak et de leurs émirs et de leurs sultans. Et bien avant de Soundiata Keïta. Et de leurs sultans. Ouais. Cet art, les griots ont créé un monde. Comment ils l'ont créé? Ils l'ont créé en associant différentes cultures et en créant de toutes ces cultures un objet unique, un objet différent. Et c'est finalement ce qui nous symbolise. C'est par exemple ce qui nous symbolise et ce qui nous différencie. On est différent des autres parce qu'on a pris chez les autres et on a façonné à notre être, à notre monde. Moi, je crois que c'est une synthèse. Une synthèse, mais une synthèse qui n'est pas seulement une synthèse. Une synthèse où on amène quelque chose de plus, où on cisèle, où on crée. Ce n'est pas seulement l'adjonction de ces différents facteurs, ni même de leur synthèse, mais on fait leur synthèse et on donne à cela une âme. Et c'est cela la musique morte. Ouais, et c'est cela la culture aussi. C'est ça la culture, notre culture. Et vous croyez que les émotions, parce que moi je le crois, que les émotions ont ceci de particulier, c'est qu'elles peuvent unir, elles peuvent faire partager, elles peuvent nous amener à vivre en commun.
Et ça, l'art, ça fait partie des émotions, ça crée des émotions. Des émotions, c'est quoi? Les émotions, c'est la vie de tous les jours, c'est les poésies, c'est l'amour des gens, c'est le respect de chacun, c'est la musique, c'est la poésie, c'est notre bel, c'est les mèdes, c'est notre bon Dieu, c'est nos arts anciens, tout ce que nous avons de plus beau, de plus ancré. Mais comme vous le dites, comme je l'ai dit, on a l'impression que c'est un passé qu'on pleure et qui n'existe plus. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est un passé présent parce qu'il est en nous. Ça fait nous sommes en ville. Moi, je suis habillé en boubou, tu es habillé en costume, mais en fait, tu t'en débarrasseras à la première occasion, je suis sûr. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Tu penses à tes minutes de liberté, où est-ce que tu vas? Tu vas très loin de Nouakchott. Tu vas là où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'air, où l'eau tu quittes la belle eau de Nouakchott, tu vas dans un endroit où parfois il y a de l'eau saumâtre et tu te sens bien. Tu quittes ta maison pour aller au-dessus d'une dune. Est-ce que vous croyez que cette dualité, on va dire ça comme ça, cette dualité ne nous freine pas, n'est pas un handicap? Qu'elle nous freine, non, c'est une belle dualité. C'est une sorte de schizophrénie. Au contraire. On est deux personnes en même temps. Au contraire, on n'est pas des personnes, on est un, parce qu'on a accepté un monde nouveau tout en ne nous oubliant pas, tout en ne rejetant pas ce que nous sommes. Mais moi, je connais des gens particulièrement modernes, entre guillemets. Je connais des jeunes parisiens jusqu'au bout des ongles. Ils connaissent les capitales. Et c'est des excellents connaisseurs de la poésie mauritanienne classique. C'est d'excellents connaisseurs de la musique classique, mauritanienne classique. J'aime cet assemblage-là. Et je crois que c'est cet assemblage-là qui est notre avenir. On ne peut pas insulter le présent. On ne peut pas renvoyer tout ce qui existe. On ne peut pas... Et c'est impossible de renvoyer parce que les gens tiennent aux commodités d'aujourd'hui. Mais ils tiennent aussi aux commodités anciennes. Rien n'est plus... Tu sais bien que rien n'est plus beau pour nous que de prendre un thé au-dessus d'une dune, au loin, très loin. C'est quelque chose qui nous est donné, n'est pas donné à tout le monde. Mm-hmm. Et on se sent nous-mêmes, quand on s'éloigne, quand on revient, nous, quand on est à côté de Dante, à côté des chameaux, et on boit un verre de thé, alors qu'on se sent nous-mêmes. Mm-hmm. Mais il y a un autre aspect dans cette culture traditionnelle qui m'a toujours posé problème, c'est le rapport au temps. Et j'en discute très souvent avec mes invités, surtout quand ils sont mauritaniens, parce que je voudrais bien avoir leur avis là-dessus. Le rapport au temps qui est biaisé parce que nous n'avons pas une vision linéaire du temps, nous en avons une vision circulaire. Ce qui fait que dans nos têtes, dans nos petites têtes là, il ne se passe pas d'accumulation. On a l'impression de ne pas bouger, d'être là où on a été l'année dernière, on est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Demande à un berger, à un nomade, quand tu le rencontres. Par exemple, tu lui demandes de t'indiquer un endroit qui est à 50 km. Il va te dire c'est à côté. C'est seulement une journée de marche. Pour nous, une journée, c'est beaucoup de... Pour lui, c'est à côté, c'est seulement une journée de marche. Mm-hmm. Parce qu'il est habitué à... Notre rapport au temps n'est pas le même. Il n'est pas du tout le même. Mais je crois que ce sont les nomades qui maîtrisent mieux le temps, qui savent l'apprécier. Ils savent le goûter, il est en eux. Alors, ils savent le tuer, comme ils disent. Ils disent qu'on tue le temps parce qu'ils sont dans le temps, ils sont dans le temps. Je crois qu'il y a un écrivain qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il a demandé à un nomade, il lui a dit voilà, moi je peux, aujourd'hui il y a des avions, je peux prendre un avion, je peux faire à peu près ça, je peux aller 1000 km, je fais en quelques heures. Le nomade lui a dit mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Lui, son temps, il l'utilise. Oui, il reste. Ouais. Il rêve, il chante, il imagine, il rentre en lui-même, il médite. Ouais. Son temps n'est pas un temps perdu. Passons à une autre œuvre.
celle qui vous a permis d'avoir ce prix, qui a été donc le tambour des larmes. Vous et moi, on appartient à une génération qui a été qui a beaucoup lu le tambour des sables. Le titre, quel lien? Ah oui, ah oui, j'ai pensé de Gabriel Farral. Le tambour des sables. Mais il y a un autre tambour des sables. La première édition, c'est un roman de... j'ai oublié le nom de la femme, mais c'est un tambour de sable tourné autour qui se déroule en plein désert et dans une société Touareg, non. Touareg. Dans une société Touareg. C'est un très beau roman. Touareg, une société qui nous ressemble beaucoup. Et c'est, d'ailleurs, c'est pourquoi la deuxième édition du tambour, deuxième édition, M. Farral, il avait changé parce qu'il avait pris le premier roman titre. Qui était très beau. Il nous avait dit ça ensemble. Oui. Moi, j'ai lu le premier roman il y a longtemps et je ne le vois pas. Même en cherchant sur Internet, je n'arrive pas à le trouver. Et Ma demeure fut l'horizon. Oui, le second titre du livre de Farral, c'est Et ma demeure fut l'horizon, qui est d'ailleurs un très beau titre. Parce qu'il l'a traduit dans le proverbe arabe Darul Insan al-Afaq. Et il voulait rendre ça et c'est l'éditeur qui a refusé parce que il nous a raconté ça. Un adage qui existe aussi chez les tribus du nord de la Mauritanie. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous lui avez dit, mais Monsieur Farral, vous connaissez mieux ma société que moi. Il vous a dit à quoi ça vous sert de savoir que les Tigingiri étaient mauvais pour les brebis. Je ne peux pas me rappeler Farral sans avoir une émotion parce que j'ai rencontré un type, un des rares étrangers, français, colons, qui est venu, qui a compris cette société et qui l'a aimée. Qui l'a compris d'abord. La société mauritanienne, c'est une société fermée. Et la musique mauritanienne est une musique fermée. Il faut avoir le meftour, il faut avoir des clés. Et les clés, on les a avec le temps et avec lui. D'ailleurs, c'est l'expression qu'ils utilisent. Meftour. Il est ouvert. Oui. Et donc, le tambour des larmes, avec Rahana, c'est encore une nouvelle révolte de femmes. Oui. Le tambour de femme, c'est une femme qui rompt avec ça, qui refuse les dictats de la tribu, qui refuse qu'on lui prenne son enfant et qui quitte la hilla, si vous voulez dire, le campement émerald. Et qui le quitte comment? En emportant le tambour. Suprême insulte à la tribu. Non seulement elle les quitte, mais elle les insulte en emmenant leur tambour. Le tambour, c'est bien qu'il a une fonction de totem, qu'il a une fonction de relique sacrée, qu'il a une fonction, il représente pour la tribu. Et ainsi, elle ira en ville, à Attar puis à Nouakchott, et elle fuira devant la rage des siens. Mais est-ce qu'on peut dire que pour vous, cette société que vous connaissez, qui est là, que nous connaissons, qui est la nôtre, et passe nécessairement, si elle veut changer, par la femme. C'est la femme qui a les clés du changement. Je crois que c'est la femme qui a les clés du changement. Ce sont les femmes qui la changent. Et je crois que... Moi, j'ai une opinion que... Souvent, je dis que voilà. Le règne de l'homme, l'homme a toujours régné parce qu'il a la force. Aujourd'hui, on ne gouverne plus seulement par la force. On gouverne avec l'intelligence. Et la femme est aussi intelligente que l'homme. Et en plus, elle a la sensibilité. Elle a plus d'intuition. D'intuition, oui, c'est ça. Et donc, la femme a l'intelligence de l'homme en plus de l'intuition. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les femmes sont plus aptes à gouverner que les hommes. Et en tout cas, dans notre société, les changements vont très rapidement. Nous avons combien de ministres femmes aujourd'hui? Il y a peu de temps, on en avait très peu. On en a combien de députés, combien d'intellectuels regardant la télévision. La femme, elle n'attend pas qu'on lui donne des droits, elle les arrache elle-même. Elle a déjà, dans la société nomade, ce qui est très, disons, contrasté avec ce qu'on entend avec l'image qu'on a de la société nomade. On dit que c'est le premier plan. On dit que c'est un héritage de la société patriarcale berbère. Je ne sais pas, mais je sais que la femme mauritanienne est une femme très présente. Les chefs, les foyers. Moi, ça, nous le savons tous. J'adore rappeler à mes interlocuteurs,
que dans la société maure, la femme peut s'appeler l'Izzat, Karamet, la dignité, la fierté, la grandeur. C'est des prénoms qu'on ne trouve nulle part dans la société arabe pour les femmes. Moi, j'ai une tante qui sont révélateurs. J'ai une tante qui a un beau nom, elle s'appelle Moghfel Izzat. Oui, Moghfel Izzat, c'est là où c'est le summum de l'amour. Donc, dans la société bédouine, il y a cette place de la femme qui est Bien naturelle sûr, bien sûr. et que la société moderne n'arrive pas à lui donner. Parce que si on a juste 22% pour les places d'élus, quoi, le quorum Oui, d'élus. en Alors même qu'on temps- devait avoir plus. En même beaucoup temps, il ne plus. faut pas exagérer. Les notables dans la société ancienne, les émirs, tout ça, ils étaient des hommes. On n'a jamais vu une femme émir. Les vizirs, les sortes de vizirs des émirs, c'était toujours des hommes, bien que la femme soit toujours derrière. Et parfois, il est Mais devant. dans nos traditions, il y a des femmes qui ont joué un rôle politique de premier plan. Nous avons Zeynep avec Youssef Tajfi, nous avons beaucoup de femmes. Nous avons Khnada qui a gouverné ailleurs, mais qui est issu d'ici. Khnada Mtbakar, nous avons des femmes qui ont créé l'histoire et qui ont gouverné en fait. Et pour vous, pour revenir à l'une des matrices de vos œuvres, c'est l'opposition entre le passé et le présent, c'est une opposition ou autre chose? Est-ce qu'on peut arriver à un terrain d'entente, un terrain de compromis? Il y a déjà un compromis en nous, en toi, en moi. Tu sais bien que nous disons Harukami. Nous aimons tous les deux l'écrivain japonais Harukami. Nos parents, dans notre entourage, personne n'a jamais entendu parler de lui. Hein? Nous suivons l'actualité internationale, nous savons ce qui se passe dans le monde, nous voyageons beaucoup, et tu sais bien que quand nous sommes chez nous, on ressemble à n'importe quel Mauritanien. Il n'y a pas de... Je veux dire que je crois que les Mauritaniens savent dompter la modernité. Parfois, ils la détournent d'une manière tout à fait nocive. Parfois, ils la détournent d'une manière bien. Mais il y a toujours eux-mêmes dans tout ce qu'ils font. Et il y a une trame aussi très présente dans toute votre œuvre, c'est le destin d'esclave. Alors que vous n'êtes pas, vous n'appartenez pas à une société, enfin dans votre milieu où vous avez grandi, est-ce qu'il y avait l'esclavage? Non, dans ma prime jeunesse, j'ai connu des esclaves, mais c'était l'esclavage de prestige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un notable qui a des esclaves, mais qui ne les fait pas travailler. En fait, c'est pour en avoir. Mais ça a disparu à la fin des années 60, 70. Ça a disparu à la fin des années 60. Depuis, je n'ai jamais rencontré. Et avec tout le bruit qu'on fait autour de l'esclavage, depuis cette période, je n'ai jamais rencontré d'esclaves en Mauritanie. Et Dieu sait que j'ai fait le tour du pays. Non, mais peut-être que vous ne les avez pas cherchés, mais... Non, on ne cherche pas. Tu sais, un phénomène aussi important, tu ne devais pas avoir besoin de le chercher pour le rencontrer. Mais ce que moi je vous reproche dans les destins qui sont magnifiques parfois, qui sont rebelles parfois, c'est que vous n'arrivez pas à traduire cette possibilité extraordinaire que s'est donnée la société mauritanienne, et particulièrement la société maure, la société bilan, à travers la mobilité sociale. Vous décrivez la mobilité sociale, mais c'est toujours à travers une rébellion, alors qu'elle est beaucoup, elle se vit, toujours, on a toujours vécu ça. Vous avez des gens qui sont passés du statut d'esclave dans leur vie à un statut de maître, à un statut de prestigieux dans leur vie, et leur histoire est connue. Comment Attends, tu as Mahmoud qui est né dans la misère complètement et qui est chef de toutes les polices du pays, qui est le dictateur bis du pays. C'est une énorme, qui a beaucoup travaillé pour ça, c'est une énorme évolution sociale. Dans notre société, il y a des évolutions sociales, c'est Absolument. Toutes les sociétés. Mais cette mobilité sociale n'existe pas dans les sociétés négro-africaines, par exemple. Moi, je ne connais pas bien les sociétés négro-africaines. Ils sont beaucoup plus rigides. Mais je crois que dans le temps, ça s'est fait plus longuement. Je crois qu'il y a toujours une mobilité, même sur plusieurs siècles peut-être. Mais elle est salvatrice, cette mobilité, c'est une chance pour eux. La société ne peut pas survivre sans cette mobilité-là. On ne peut pas survivre
Ça ne peut pas continuer. Si on veut... Et quand on dit que la mobilité sociale, elle avance, mais doucement, et on crée des mythes pour qu'elle avance. Vous savez, beaucoup de familles, des familles qui deviennent notables, qui deviennent ainsi de suite, elles s'est créées en passé. Elles créent des mythes. Mais d'autres viendront, créeront d'autres mythes. Ça a toujours été comme ça depuis le début. Aujourd'hui, demain, bientôt, les familles les plus nobles, entre guillemets, ce sont les familles les plus riches, parce que l'argent est devenu en fait essentiel. C'est ça qui fera le moteur de l'histoire de demain. Qui fait aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui dans le présent. Vous savez, les anciennes familles indiennes se sont appauvries. Dans la plupart des cas, on ne s'intéresse pas à eux, on s'intéresse aux gens qui ont de l'argent aujourd'hui. C'est la nouvelle aristocratie. Oui, mais aujourd'hui, le débat autour de cette question de l'esclavage, par exemple, c'est un débat très passionné. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Ce débat d'esclavage, moi je crois que c'est... Est-ce que, par exemple, votre œuvre soutient une thèse contre une autre? Non, dans une œuvre, je ne soutiens pas de thèse. J'essaie de montrer certaines choses, j'essaie de les montrer, peut-être décorer un peu, mais parce que c'est l'art ne peut pas être terne, mais j'essaie de donner une image de notre société et des passions qui existent dans cette société-là. Je ne juge pas, je ne tranche pas. Mais pour la question d'esclavage, c'est une question qui revient très souvent. Aujourd'hui, ça se pose en termes différents. Ça se pose en termes de lutte contre la misère, de promotion des miséreux. Ça se pose en problème d'éducation. Ça se pose en problème de niveau de vie. Ça se pose en problème d'évolution sociale. Et c'est ça le challenge qu'on a aujourd'hui. Et elle ne peut pas, enfin, elle ne souffre pas du champ politique d'être... Mais elle fait partie du champ politique. Elle fait partie du champ politique parce que tout le monde l'utilise d'une manière ou d'une autre. Vous savez, ça rapporte bien de parler d'esclavage. Ça rapporte souvent très bien. Mais je crois que les gens qui mènent ce combat, c'est un combat d'arrière-garde. Lutter contre l'esclavagisme, aujourd'hui, c'est lutter contre l'esclavage moderne. L'esclavage moderne, c'est quoi? C'est les petits salaires, c'est les gens piétinés, c'est le droit de chacun, c'est le droit des enfants à aller à l'école. Lutter contre l'esclavage aujourd'hui, c'est refuser de voir un enfant au-dessus d'une charrette, l'envoyer à l'école. Mais l'école est obligatoire en Mauritanie. En principe. En principe, absolument. La loi est là pour l'obliger. Il faut que les enfants y aillent. Moi, j'ai toujours mal au cœur quand je vois des enfants qui travaillent, qui ne vont pas à l'école. Je pense à mes enfants. C'est la faute à qui? On a la chance. La faute à nous tous. C'est pas l'impliquer, mais c'est l'impliquer à quelqu'un, la faute à nous tous. Mais quel est le rôle de l'écrivain dans une société qui est en profonde mutation, en profonde transition comme la nôtre? C'est de transcrire cette mutation. C'est de la filmer, comme dirait ton ami réalisateur. C'est d'être témoin de cette transformation. Et finalement, c'est ce que tu essayes de... Je suis témoin de mon époque, je suis témoin de mon histoire, je suis témoin de ma société, de mon pays. Et de moi-même aussi. Et comment tu le trouves aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es un pionnier de la presse indépendante. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de ce qui se passe dans la presse, de l'état de la presse actuellement? Excusez-moi, je voudrais bien m'excuser auprès des téléspectateurs, mais finalement, mon ami Cheikhou m'a obligé à tutoyer, à passer au tutoiement. Non, parce que c'est de façon inconsciente. Entre nous, c'est difficile. Moi, j'ai essayé, vous voyez, une fois, ça n'a pas marché. Chaud. Quand tu te rappelles, on était ensemble. Les débuts de Mauritanie demain et la presse aujourd'hui, c'est une différence abyssale. Et même du point de vue. C'est que déjà, en 88, faire un journal, ça coûtait beaucoup plus cher que maintenant. Je me rappelle. C'est aberrant. La première ou la deuxième édition, ça coûte 6 fois ou 7 fois plus cher que maintenant. Alors que maintenant, qu'aujourd'hui,
On est 25 années après. Ouais. Ça coûte beaucoup plus cher maintenant parce qu'il y a tellement d'aide de l'État qui a été donnée. Il y a l'aide à la presse, il y a le fonds d'aide à la presse, il y a l'imprimerie nationale qui imprime bien ou mal, souvent mal, à des prix véritablement modiques. Mais imagine, moi je crois que c'est le seul pays au monde où on peut trouver un journal à 12 000 ouguiya, à 15 000 ouguiya. Ça n'existe nulle part dans le monde. Et en même temps, mais quel produit? avec le produit, bien sûr. Mais à la fin, on donne des aides aussi aux journaux. Mais il y a un foisonnement extraordinaire. Mais malheureusement, tout ce que j'ai, c'est que les compétences ne sont pas allées avec. Le savoir-faire n'est pas allé avec cette progression-là. L'honnêteté, je ne dirais même pas déontologie, l'honnêteté n'est pas allée avec. Peut-être l'engagement. Même pas l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, même pas l'engagement. Il n'y a plus de véritable engagement. Mais même aujourd'hui, les sites qui normalement sont engagés, par ailleurs, ils cherchent à avoir de l'argent. Mais écoutez, à notre époque, à Mauritanie demain, et même plus tard, à Al-Bayan, la demande qu'il y avait était beaucoup plus austère, on va dire, et plus honnête, et plus exigeante vis-à-vis de nous qu'aujourd'hui. La demande, c'est pas la faute des journalistes. Les jeunes journalistes sont les fils de leur époque. C'est pas la faute des journalistes, mais tu sais. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand on dit, moi en tant que journaliste, je préfère prendre les responsabilités plutôt que de l'imputer aux autres. Si j'étais ailleurs, je dirais peut-être ça. Mais moi en tant que journaliste, je préfère regarder les errements et les erreurs de mes amis, de mes confrères. Je préfère critiquer mes confrères que regarder ailleurs. Parce qu'il faut commencer ailleurs, par ça. C'est déterminant. C'est déterminant, mais il faudrait commencer par ça. Il faudrait que nous, journalistes, parce que je me considère toujours comme un journaliste, nous, journalistes, qu'on commence à se critiquer nous-mêmes, à parler de nos propres défauts. Et quels sont-ils? Incompétence, manque de rigueur, manque d'amour du métier qui se perd, Souvent, je n'accuse pas souvent corruption, et ça, je n'accuse pas du tout le monde. Ce n'est pas 100% des journalistes, bien sûr. Non, heureusement. On en retrouve de quelqu'un. Je suis content de dire qu'il y a des journalistes qui n'ont pas seulement compétents, qui ont une certaine rigueur intellectuelle et professionnelle. Ça, je suis content de les rencontrer. Je les connais, c'est des amis. Mais la grande majorité des journalistes versent dans ce qu'on appelle, injustement peut-être, le peshmergisme. Aujourd'hui, c'est un terme qui a été créé par je ne sais qui. Mais c'est là. Ce sont ceux-là qui sont les plus visibles souvent parmi les journalistes. C'est ça le problème. Mais je reviens à cette demande. Par exemple, par rapport à la vérité. Nous avons besoin aujourd'hui de réhabiliter la vérité des faits. Les faits, pourquoi? Parce que la demande n'est pas celle-là, n'est pas la demande sur la vérité des faits. La demande est la rumeur. C'est plus la rumeur. La demande sociale est plus celle-là. Non, je ne sais pas. Je ne peux jamais analyser la demande sociale. Il y a d'abord une demande professionnelle, une demande intérieure, une demande d'exigence professionnelle. Et aujourd'hui, on retrouve les rumeurs dans les sites. Les sites sont devenus des médias de rumeurs. Tu sais, regarde les jours quand il y a conseil des ministres. Juste avant le conseil des ministres, 2 heures avant le conseil des ministres, on dit, selon les informations, tel va être nommé, tel va être... Les fuites, oui. Mais ce ne sont même pas des fuites. Des choses qui, en fait, de compte sont... Mais parfois aussi, c'est des fuites. Oui, mais parfois, souvent, c'est des choses complètement fausses. On aurait pu attendre 2 heures de temps pour avoir l'information. Il y a parfois des fuites. Mais il n'y a pas beaucoup de fuites en Mauritanie sur ce plan-là. Bon, notre état de journaliste nous a un peu transportés. Ouais. Nous allons revenir à la Mauritanie, à la société présente, aux risques. Est-ce que, à votre avis, vous, écrivain, il y a des risques d'éclatement, il y a des risques de déchirure, et quels sont-ils? Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur cette société, selon vous?
et sur son cheminement, si la transition n'est pas bien menée. Transition vers quoi? C'est Transition vers une autre société. Mhm. Transition vers une autre... non, moi je crois que la Mauritanie, que si on évite les cloisonnements de l'esprit, si on évite les bassesses de l'esprit, si on évite les préjugés de l'esprit, si on évite les inconséquences de l'esprit, on franchira un pas important. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes dans un pays où, malgré tout, il y a des efforts qui sont menés sur le plan économique et social. Clairement. Des efforts qui coûtent très cher à l'État, où il y a un véritable engagement vers le bien-être du pays. Mais ça doit être accompagné d'un nouvel esprit. Quand tu entends les discours politiques de tous les bords, quand tu Les entends discours intellectuels aussi. hein, Ou les discours intellectuels. Mais je parle de discours politiques qui sont souvent, je veux dire, bêtement haineux. Je suis sidéré par certains textes que je lis. Mais il y a que les Mauritaniens, dans leur vie privée, heureusement, ne suivent pas les traces des sillons qu'ils creusent dans la vie publique. Je veux dire quoi? Je veux dire que peut trouver un Mauritanien qui dit des choses incendiaires, qui écrit des insultes contre ceux de l'autre bord, mais tu peux trouver que ses amis personnels à la maison, ce sont aussi certains de ceux de l'autre bord. Ça, c'est une particularité que j'aime bien chez les Mauritaniens. Mais c'est dangereux, c'est hypocrite. Ce n'est même pas de l'hypocrisie. Il fait risquer à la société beaucoup de... Non, ce n'est même pas de l'hypocrisie. C'est qu'il y a de l'hypocrisie sur la place publique, mais pas dans la presse privée. Il y a de l'hypocrisie chez les hommes politiques, mais pas dans la vie de tous les jours. Il y a que les Mauritaniens portent des habits différents. L'habit du politique le matin et l'habit du Mauritanien normal, disons, le soir. Merci, Barak Berouk. Je reviens pour dire encore merci parce que nous sommes effectivement dans un pays où le discours est un discours plutôt désespérant, celui qui est ambiant. On essaye de nous désespérer de ce pays, d'un pays où quand même un écrivain réussit à avoir un prix aussi prestigieux que celui-là, un pays où les Mourabitoun arrivent à gagner, arrivent à avoir une place qu'ils n'ont jamais eue, un pays où justement la presse aussi, grâce à la liberté de presse, le pays est cité parmi les 50 premiers dans le monde. Je vous remercie et à bientôt. Nous sommes au 48e rang, je crois. Oui, les 50 premiers. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie et bonsoir.